de flux, c'est bien celle qui est renouvelable. Le vent, le soleil, la biomasse, j'en oublie un, l'eau des rivières qui coulent. Et le fait est que les énergies de flux, il n'y a rien que celle du soleil, sur une année, est nettement supérieure aux énergies de stock qu'il nous reste en ressources pour quelques années ici. Donc chaque année, on reçoit bien plus d'énergie en flux que ce qu'on a de disponible en stock pour les années, les décennies qui viennent. Maintenant, la question, c'est comment on le récupère. Parce que l'énergie de flux, elle a beau arriver, si on ne la récupère pas, on ne peut pas l'utiliser. Donc là, je parle de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, etc. Et tout ça a aussi des impacts. Donc il faut faire attention à tout ça. Là, je passe... Mathieu, je suis à combien de temps là? À une petite demi-heure. Très bien. Parfait. Formidable. Alors, une chose que j'aurais pu dire en intro vite fait, le scénario de mégawatts, les scénaristes ne prétendent pas prédire ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. D'accord? C'est pas une boule de cristal, quoi. C'est simplement dire, on donne des pistes chiffrées, étudiées, qui démontrent la faisabilité de la chose. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, surtout s'il n'y a pas de politique volontariste pour le faire. Mais en tout cas, ce sont des pistes réalistes en termes techniques pour faire tout ce qui est présent. Alors, la demande d'énergie. Et donc là, on va aborder tout ce qui est efficacité et sobriété. Donc tout ce qui est demande chez vous, là où vous travaillez, là où vos enfants vont à l'école, comment vous y allez, la mobilité, etc. Donc c'est ça la demande dont on parle. Le bâtiment, c'est l'un des plus gros consommateurs d'énergie finale en France, donc 43%, dont la chaleur à 80% et l'électricité spécifique à 20%. L'enjeu clair et net, et qui est connu, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est sur le bâtiment existant. 31% de la consommation d'énergie, c'est dans le résidentiel. D'accord? Donc l'enjeu, c'est pas le bâtiment neuf. Bâtiment neuf, on sait faire maintenant les bâtiments passifs, etc. Il y en a quelques-uns dans la région, mais c'est pas là l'enjeu. Autant les faire bien, ceux-là, évidemment, mais c'est tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, notamment avant 1975. Et là, il y a des enjeux majeurs d'isolation de ces bâtiments résidentiels. Et d'autant plus que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ces bâtiments-là, les moins bien isolés, les plus consommateurs, sont ceux qui, quand ils sont en location, sont loués les moins chers possibles. Et donc ce sont là où se retrouvent les gens en précarité. D'accord? Donc il y a un double enjeu à isoler ces résidences qui sont des passoires énergétiques. Donc, voilà, en fait, l'essentiel du parc immobilier de 2050 est déjà construit, puisque ce qu'on ajoute chaque année en neuf, en fait, c'est un infime pourcentage de tout ce bâtiment. D'accord? Donc, c'est que dalle. Donc maintenant, il faut le faire bien, mais il faut aussi se préoccuper énormément de ce qu'on a déjà construit auparavant. Donc, pardon. Une des choses... Alors, sachez qu'en Normandie, on a une des régions les plus mal isolées en termes de bâtiments, d'accord, en termes de patrimoine. Et donc, il y a un effort à faire important à ce niveau-là. Nos belles longères en général, elles sont très mal isolées, quoi, en fait, historiquement. Donc forcément, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Un des enjeux, c'est de descendre au niveau de ce niveau de consommation, 50 kWh par mètre carré par an. En Normandie, on est à 350 ou 400 en moyenne. D'accord? Donc il y a un gros boulot à faire. Alors c'est une moyenne, parce que évidemment, c'est une moyenne pour la France. Au nord, on ne va pas fixer les mêmes défis qu'il y a au sud, tout simplement. Donc il y a une différence entre les normes qu'on a mis au nord et au sud de la France. Alors, il y a plusieurs enjeux importants dans la rénovation. Alors, la rénovation en tant que telle, c'est super important et c'est un enjeu majeur. Mais là-dedans, pour y arriver, attention. Attention, et attention à quoi? D'abord, si on propose des rénovations partielles, c'est mort. Il faut rénover tout pour rien. Enfin, rien, c'est une catastrophe. faut pas le laisser. Mais c'est ce qu'on appelle tuer le gisement. Parce que, tout simplement, si vous rénovez vos menuiseries, parce qu'il y a une aide d'État qui vous dit que vous avez un crédit d'impôt, vous rénovez
changer vos fenêtres et vos portes, donc vous allez le faire. Mais comme vous savez que vous avez aussi votre toiture et vos murs, hein, parce qu'ils sont dans un piteux état, et ben, le fait de le faire en plusieurs fois va vous coûter beaucoup plus cher que de le faire en une seule fois. Et ça, bon, les études multiples et variées en France l'ont démontré. Donc c'est ce qu'on appelle tuer le gisement, parce qu'on aura fait la première rénovation, mais finalement on ne va pas faire les autres. Et donc on va attendre les prochains habitants qui vont s'amuser à faire le reste. Mais il sera en tout cas peut-être trop tard par rapport aux enjeux du réchauffement climatique. Donc il faut aller directement sur la rénovation entière de la résidence. Et là, on en vient à ce que je mentionnais rapidement tout à l'heure, c'est infaisable aujourd'hui dans les conditions actuelles économiques proposées par les banques, notamment, et par l'État derrière. Il faut vraiment des vraies aides via les banques pour que les gens aient accès à des emprunts qui leur permettent de faire ces rénovations. L'autre élément très important là-dedans, c'est la formation des entreprises et des artisans. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y en a certains qui sont très compétents. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont incompétents, mais c'est que la législation qui a été mise en place pour la formation des artisans et des entreprises est complètement en retard par rapport aux besoins de compétences qu'il y a de la part de ces gens. Déjà de parler ensemble, un électricien doit parler avec un plaquiste et parler avec tous les corps de métier, ce qu'ils ne font pas ou très peu. Et dans une entreprise, elle a le label « oui, je suis capable de le faire » quand une personne sur 10 ou 20 s'est formée. Donc autant dire que ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, il y a des enjeux de formation qui sont majeurs en France pour y arriver. Ce qu'a fait l'Allemagne il y a 30 ans. D'accord ? Et leurs bâtiments sont hyper bien rénovés aujourd'hui. Et ils ont des consommations énergétiques vraiment qui ont baissé sur ces bâtiments-là. Donc il y a un besoin par contre de nombre de rénovations par an qui est, vous le voyez, assez énorme, si on veut y arriver en tout cas, mais on n'y arrivera pas tant que les gens ne sont pas formés. Parce que rénover 1 million de bâtiments par an en faisant le boulot à moitié, forcément ça ne sert à rien. Donc il faut le faire correctement. Et les premiers à refuser ça, c'est quand même les corps de métier, la FFB, qui est la Fédération du bâtiment, refuse ce genre de choses, quoi. Parce que ça complexifie pour eux la formation des artisans et des entreprises, et c'est eux qui mettent des bâtons dans les roues pour que ça passe, entre autres, hein, pas les seuls. Donc, obligation de rénovation obligatoire, rendre la rénovation obligatoire avec cet accompagnement technique et financier. Et évidemment, avec à la clé une estimation de 300 000 emplois non délocalisables, puisque ici, on ne va pas faire venir des gens de Marseille pour rénover votre bâtiment. Alors, ce qui est envisageable, en tout cas, au niveau résidentiel comme au niveau tertiaire, en tout cas, c'est une division par 2 des consommations d'électricité. Division par 2. En appliquant sobriété et efficacité. D'accord ? Donc, c'est à dire qu'aujourd'hui, les réfrigérateurs et les téléviseurs qu'on a chez nous ne sont pas efficaces pour la plupart. Donc là, c'est un découpage en fait je ne vais pas m'y arrêter, mais grosso modo, c'est pour montrer que Negawatt a travaillé vraiment sur tous les domaines et donc a affiné dans le résidentiel comme dans le tertiaire pour chaque usage, comment chaque usage est impacté par la sobriété et l'efficacité entre 2015 et 2050 à chaque fois. D'accord ? Donc notamment en froid, donc les réfrigérateurs, congélateurs, etc., on a une forte diminution ici, entre les deux. Et l'autre, c'est l'électronique de loisirs. Alors non pas qu'il y en a forcément moins, mais on le fait mieux. Et en tout cas, on ne change pas notre téléphone portable tous les 6 mois parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort. Ça aussi, ça joue énormément. Bon, là, je passe là-dessus. Hop. Le transport. Alors le transport, autant la rénovation énergétique est très liée, très très liée à l'accompagnement qu'on peut avoir en termes politiques. Donc il faut former les gens, il faut faire des aides financières, etc. Et que individuellement, à part d'avoir soi-même les moyens financiers de le faire, ça devient compliqué pour les autres personnes. Là, sur la mobilité, en fait, ça fait appel à énormément de choses que seulement l'État, lui seul, ne pourra pas faire. Il doit faire des choses, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ça va changer beaucoup de nos habitudes, à nous. Et notamment la sacro-sainte liberté, soi-disant, qui est liée à l'usage d'un véhicule individuel. D'accord ? Ça, on aura beaucoup de mal à dire stop à ça. Mais il faut dire aussi que la société, aujourd'hui,
mais ça a débuté il y a très longtemps, elle est organisée autour du véhicule individuel. Donc ça devient de plus en plus compliqué de s'en passer. Prenons l'exemple de Bozil. D'accord, il n'y a pas photo. Hein. Donc certains le font, et c'est très bien, mais c'est très compliqué de passer cette étape. Donc c'est le premier secteur d'émissions à gaz à effet de serre. Donc forcément, dans le cadre du réchauffement climatique, c'est la première cible. Mais c'est aussi la plus difficile. C'est enfin là je vous apprends rien, dépendant du pétrole. Et qui plus est, on a favorisé aussi bien pour les personnes que pour le fret, le trafic routier, depuis des décennies. C'est-à-dire que le train qui est là, disponible, on l'a de moins en moins utilisé, et pour le transport de personnes et pour le transport de fret. Alors on ne l'a pas aidé non plus, hein. D'accord ? Donc effondrement du fret ferroviaire, je n'en reviens pas, et une explosion du trafic aérien, qui est, selon Negawatt, le mode de transport le plus polluant aujourd'hui. Oh, pardon. Donc en 2015, pour la mobilité des personnes, bon, rien de très nouveau, c'est la voiture majoritaire, l'avion ensuite, les transports en commun, relativement peu hein, par rapport à l'avion, et puis le vélo ici, et s'il a le transport en commun, chemin de fer, ici. Et pour les marchandises, bah, vous voyez, hein, énormément de routiers, et très faiblement en ferroviaire par rapport, et fluvial, ne parlons pas. Donc ça, c'est le constat en 2015. Ah. Donc, qu'est-ce que propose Negawatt pour ça? D'abord, au niveau efficacité énergétique. Il y a beau avoir eu des scandales liés à l'industrie automobile depuis quelques années, on sait aujourd'hui au niveau de la recherche et des ingénieurs mécaniques que oui, nos moteurs actuels peuvent être nettement améliorés en termes de consommation pétrole, tout simplement. On peut vraiment diminuer la consommation de pétrole et donc la consommation de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru. Or ça, aujourd'hui, les efforts ne sont pas vraiment là. Mais on sait qu'on peut le faire jusqu'à un point sans, et j'insiste, hein, une des hypothèses de Negawatt, c'est qu'il n'y a pas de rupture technologique. Il n'y a pas de rupture technologique. Donc il n'y a pas besoin d'inventer des choses incroyables, mais on peut arriver à moins 60% d'ici 2050 de cette consommation d'énergie par les voitures. Et progressivement, il est recommandé l'abandon du pétrole au profit du gaz et de l'électricité. Le gaz, temporairement gaz éventuellement fossile, qui lui-même est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que du pétrole qui est brûlé, mais massivement pour aller vers du gaz d'origine biogaz, méthanisation notamment. Okay. Donc là, comme ils le disent, aucune rupture technologique. Et là, un point de la part de Negawatt qui a un peu décortiqué cet aspect-là, ici on ne parle pas d'hydrogène. On ne parle pas d'hydrogène. Selon Negawatt, l'hydrogène est une fuite en avant aujourd'hui financière et peut-être technologique en l'occurrence. Ou alors, il sera réservé à des niches de fonctionnement où la pile à combustible peut être utilisée, mais ça ne peut pas être un vecteur massivement développé aujourd'hui, par rapport à l'urgence que l'on a, par rapport au danger que ça représente d'explosion, mais aussi en termes d'infrastructures à investir, parce que les infrastructures existantes aujourd'hui pour l'hydrogène ne peuvent pas marcher. Donc ça coûterait très très cher de mettre de l'hydrogène disponible pour tout le monde. Ce n'est pas le cas du méthane. Le méthane est beaucoup moins problématique à ce niveau-là. D'où le fait, le méthane, ou autrement dit, le biogaz. Donc le gaz d'origine renouvelable, hein, c'est ce fameux méthane. Et il y a un impact positif sur la qualité de l'air. Il y a beaucoup moins d'émissions de gaz nocifs et de gaz à effet de serre, en tout cas, quand on brûle du gaz en l'occurrence. Des véhicules électriques, et là, Negawatt, par exemple, s'inscrit en faux par rapport à la loi de transition énergétique votée en 2015, prévoyant un déploiement de véhicules électriques mirobolants en France. Et en l'occurrence, selon Negawatt, alors déjà, on ne peut pas imaginer remplacer l'actuel parc thermique par un parc véhicule électrique. Il y a des besoins en batteries monumentaux et donc en ressources rares, etc. Donc ce n'est pas du tout un modèle. Mais en plus, le nombre de voitures électriques sur le réseau routier aurait une demande en recharge électrique
qui demanderait certainement le redémarrage de sources type charbon. Parce qu'il faut, il faut des moyens de production très rapides à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, l'hydraulique, on est au bout, en France. Et donc, une des choses qui peut permettre de le faire, c'est le charbon, quoi. Donc c'est, selon Negawatt en tout cas, pas du tout une solution de développer le véhicule électrique de manière 100%. Oui, en tant que solution parmi d'autres, mais certainement pas le seul. En termes de sobriété, il est clair qu'il faut réduire le tonnage transporté. Alors ça, réduire le tonnage transporté, on en revient à qu'est-ce qui est transporté. Ce qui est transporté beaucoup, c'est ce qu'on consomme nous et qu'on achète dans le magasin. Donc on en revient à la notion de sobriété et de acheter utile. Alors là, évidemment, comment est-ce qu'on le fait, hein? Donc là, il y a beaucoup de questions qui sont à se poser sur ça, sur nos comportements, sur la publicité, sur le marketing, etc., etc. Il y a un report modal vers le ferroviaire et le fluvial à réaliser. C'est-à-dire qu'évidemment, du routier, il en faut. C'est toute la notion du transport du dernier kilomètre. Entre l'arrêt de train et le magasin, oui, il y a besoin d'un transport routier dans la plupart des cas. Ici, on ne peut pas faire autrement. Donc oui, il faut le garder, celui-là, mais on peut largement le diminuer. Et l'efficacité énergétique, on peut là aussi bien envisager l'efficacité des moteurs, tout simplement, pour diminuer cette consommation. Et sur le fret routier, basculement du pétrole vers le gaz, tout à fait envisageable. Et là, certains dans la salle le savent bien, la transformation des moteurs à pétrole en moteurs à gaz, c'est pas du tout complexe, c'est pas une invention à faire. Là, ce schéma, je ne le commenterai plus après, mais grosso modo, c'est pour dire, là, c'est ce qu'on consomme aujourd'hui, et ça, c'est le tendanciel. Donc, si on ne change rien, il y a un petit peu d'efficacité naturelle dans les entreprises qui font que nos moteurs, par exemple, s'améliorent, et donc on consomme un peu moins. Mais pour Negawatt, si on applique la sobriété telle qu'ils l'ont proposée et l'efficacité, on arrive à ce niveau de consommation énergétique au lieu de celui-ci. Combien de temps, Mathieu 45 minutes à peu près. Ok, merci. Alors, industrie et matériaux, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là. Alors, je ne prétends pas l'être des autres, mais encore moins. Mais au moins les principes. Encore une fois, l'idée, dans tout ce qui est processus de fabrication de vos vêtements, comme de la construction de bâtiments, etc., on utilise des matériaux. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ces matériaux, que ce soit le ciment, que ce soit les vêtements en nylon, voilà, il y a plein d'exemples, sont très consommateurs d'énergie qu'on appelle grise. Énergie grise parce qu'elle n'est pas comptabilisée en général dans l'énergie primaire d'électricité qu'on met en route, quoi. Mais par contre, pour fabriquer du ciment, on va brûler beaucoup de pétrole pour fabriquer du ciment. Donc là, ça c'est l'énergie qui est là, qui est utilisée pour fabriquer ça. Et l'idée, c'est d'essayer de diminuer ça. Et donc, les personnes qui ont étudié cet aspect-là sont parties des besoins de consommation en produits finis, donc que ce soit l'alimentation de bâtiments, il y a toute la liste là, pour en déduire les matériaux nécessaires, mais avec des matériaux, pour en établir la quantité, le volume de matériaux dont on a besoin pour remplir ces besoins-là. Et là, donc la sobriété, il n'y a pas de miracle, il faut appliquer une réduction des consommations, encore une fois. Évidemment, moins on va consommer de téléphones portables, moins il y aura besoin des matériaux qu'ils constituent. J'apprends rien à personne à ce niveau-là, mais c'est pas le plus simple. Dès qu'il y a des offres de prix et des machins, tout le monde se rue dessus. Donc c'est pas si simple que ça à éviter. Évidemment, favoriser les objets durables, réparables et recyclables. Ça, c'est un des aspects qui est apparu dans la loi de transition énergétique 2015. Donc pour dire, il faut absolument favoriser cet aspect-là. Évidemment, plus on va recycler ou réparer,
moins on va acheter du neuf, tout simplement. Et donc, il y aura moins besoin de le fabriquer. Et donc, tout ça influera sur la réduction de la production industrielle. L'efficacité, eh bien, c'est l'amélioration encore de ces process industriels, dont je vous ai dit au tout début que déjà, au niveau industriel, ils avaient nettement amélioré leur situation. Selon Negawatt, on peut arriver à se passer de 50% des matériaux utilisés aujourd'hui dans la vie quotidienne pour les appareillages dont on a besoin. Dans le bâtiment, par exemple, il y a plusieurs éléments. D'abord, diminuer la surface neuve construite, et moins il y a de surface construite, moins il y a besoin de matériaux. Il faut augmenter la rénovation. Et il faut faire ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un béton qui est très consommateur d'énergie grise, eh bien, faisons des ossatures bois, par exemple. Le PVC peut être aussi remplacé par le bois. Les isolants chimiques par de la ouate de cellulose, de la laine de bois, par exemple. Alors aujourd'hui, la ouate de cellulose, sur un bâtiment qui est en rénovation complète, etc., ça coûte moins cher que de la laine de verre ou des choses comme ça. Et en plus, donc, c'est moins problématique en termes d'énergie grise. Et donc, là, quelques chiffres de projection de la part de Negawatt sur donc, une diminution drastique de l'usage de ces matériaux-là. Donc là, j'y reviens pas, c'est le même type de schéma où on observe la diminution des tendances. Agriculture alimentation, je ne m'y arrête pas. J'en touche peut-être seulement un mot pour ceux qui n'étaient pas là à la présentation de Mathieu il y a 2 mois, 1 mois et demi. Le salon de Negawatt, comme il prend tous les domaines de la société, l'agriculture en fait partie, forcément. Okay, et l'agriculture, notamment, le domaine agricole en tout cas, est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, non pas à cause du pétrole, c'est 2% de l'usage en France, donc c'est que dalle. C'est pas les tracteurs qui sont un problème, c'est plutôt les élevages bovins, notamment, qui sont émetteurs de méthane. Donc, Mathieu, on a beaucoup parlé la dernière fois, donc je n'y reviens pas. Mais donc Negawatt s'est basé sur l'étude dont Mathieu a parlé, After 2050, qui a été portée par Solagro à Toulouse, et donc qui est venu alimenter toute cette partie-là de Negawatt dans le scénario 2017. Dans les scénarios précédents, c'était bien plus général et pas assez fouillé, ce qui a été donc corrigé avec ce rapport-là, qui est disponible en ligne. Vous pouvez l'avoir sans problème. Pardon. Et d'ailleurs, sur cette notion alimentaire, là aussi, il est clairement lié à du comportement. Donc, réduction, enfin voilà, entre l'assiette alimentaire notamment, qu'on réclame, les laitages, etc., les élevages bovins. Donc, c'est une question. Et donc, comment est-ce que collectivement on réagit à ça? Pour terminer, la production d'énergie. On a parlé de sobriété et efficacité rapidement par Paul, mais maintenant, la production d'énergie. Je vais essayer d'être aussi assez rapide. L'une des grosses sources primaires que Negawatt propose d'utiliser sont ce qu'on appelle les bioénergies. Mais attention, sans ce qu'on appelle des cultures dédiées, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire pousser du blé exprès pour les mettre dans les méthaniseurs, c'est clairement pris en compte, et en évitant les concurrences avec d'autres usages, production alimentaire et production de biomasse pour le bâtiment, par exemple. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a une biomasse existante aujourd'hui qui est quasiment pas utilisée pour produire cette énergie. Que ce soit vos déchets organiques à la maison, mais aussi ceux au niveau industriel, mais aussi beaucoup de déchets bois au niveau de la scierie, au niveau aussi de l'usage des forêts en France. Donc il y a énormément de potentiel à ce niveau-là, qui n'est aujourd'hui quasiment pas utilisé. Alors, attention, là il y a on n'aurait pas Patrick Sadon ce soir, là, il aurait pu nous faire une petite conférence là-dessus. On a clairement aussi des enjeux au niveau, par exemple, de la méthanisation, qui est loin d'être un système parfait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aussi des impacts dus à ce process de production, et notamment des fuites de méthane, tout simplement. Et le méthane est 25 fois plus
réchauffant, merci, que le dioxyde de carbone. Mais c'est peut-être pas le plus important, je vois Vicky qui... Il y a eu des études récentes qui montraient que le méthane est moins néfaste qu'on pensait. Qu'après 10 ans, ça se disperse. C'est 25 fois plus réchauffant, mais ça durait... Enfin voilà, ça disparaît très vite. Ouais, plus vite, voilà. Plus vite que le CO2. Okay. Mais en tout cas, sur la méthanisation, et pareil de ce qu'on fait des digestats, etc., il y a tout un tas de questions à se poser. Mais il faut se les poser et améliorer le système. Mais ça ne veut pas dire que le système est mauvais en soi. D'accord ? Bien à retenir. Donc, beaucoup de biogaz, beaucoup de bioénergie, en solide, en liquide, en gazeux. D'accord ? Donc le solide, c'est ce que vous connaissez, c'est le bois. Le liquide, c'est par exemple les huiles qui peuvent être développées pour mettre dans des moteurs, par exemple, c'est tout à fait possible. Et le gaz type méthane. Les énergies renouvelables électriques. Évidemment, tout dans ce domaine-là ne peut qu'augmenter. Puisque le 100 MW dit qu'on peut se passer de pétrole et d'uranium, pour les raisons évoquées dans les enjeux, mais puisqu'on s'en passe, il faut bien le remplacer par quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que comme on diminue la demande parce qu'on applique sobriété et efficacité, on a aussi moins besoin de production énergétique. Donc on n'a pas besoin de remplacer l'entièreté du parc nucléaire et du parc charbon français par du renouvelable. On a besoin d'en remplacer qu'une partie, puisqu'on a besoin de moins d'énergie sur le territoire. Une des grosses augmentations, comme vous le voyez, c'est l'éolien. Le photovoltaïque montré en flèche aussi. Les deux, c'est observé dans le monde aujourd'hui. Dans le monde entier aujourd'hui, depuis 2010, là, ça monte vraiment très vite, et surtout le photovoltaïque d'ailleurs. Et hydraulique, énergie marine. Alors hydraulique, vous le voyez, c'est stable, oui, parce qu'en fait on a équipé, les plus gros potentiels sont équipés. Donc après, oui, on peut équiper des rivières à droite à gauche, avec des potentiels qui sont peut-être pas négligeables, mais ça ne va pas faire monter la courbe. C'est vraiment des petites quantités. Et les énergies marines, un petit peu. Alors pourquoi un petit peu ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, par rapport à l'investissement que ça représente, Negawatt considère qu'il est bien plus pertinent d'investir dans ces deux-là, qui sont simples à mettre en œuvre et rapides, et matures, que d'investir trop d'argent dans ces technologies-là, qui demandent encore de la recherche et du développement, encore en l'occurrence. D'accord ? Et qui coûtent encore plus cher que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, encore une fois, mais dans le scénario, on peut s'en tirer sans problème en restant ici. En termes de chiffres, ça veut dire qu'en 2050, avec la population française qui augmente, on aurait 18 000 éoliennes en France sur le territoire, ce qui veut dire une pour 4 000 habitants, 3 200 éoliennes en mer. En 2015, on n'en avait pas à l'époque. En photovoltaïque, on augmente